Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la déléguée générale du Québec, Mesdames et Messieurs, le Collège Belgique a le privilège de vous accueillir ce soir pour le premier de ces deux cours conférences qui seront donnés par le professeur Yves de Koning. Et comme vous le savez, la mission de l'Académie royale de Belgique sont la promotion des sciences, des lettres et des arts, mais également l'organisation de plateformes d'échange de connaissances et d'interaction entre des scientifiques belges et étrangers dans des domaines qui ne se côtoient pas nécessairement. Et c'est à cette collaboration que participe la Chaire du Québec, nous apportant un point de vue privilégié de la recherche québécoise de haut niveau. La Chaire de Québec est organisée annuellement et elle participe à l'internationalisation des activités du Collège Belgique. Elle bénéficie du soutien de la Direction générale du Québec à Bruxelles et je tiens à remercier chaleureusement Madame Geneviève Brisson, qui est donc déléguée générale du Québec à Bruxelles, pour son soutien fidèle à notre chaire du Collège Belgique. La Chaire du Québec reçoit traditionnellement la personne qui a reçu un des prix du Québec l'année précédente. Et notre orateur de ce soir, le professeur de Koning, a reçu le prix Wilder Penfield, qui est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec dans le domaine des sciences biomédicales. Le professeur de Koning est accueilli en Belgique par la délégation générale du Québec, à Bruxelles, par le Collège Belgique, et il rencontre au cours de son séjour des professeurs, des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des institutions publiques en lien avec ces domaines de recherche, donc focalisés principalement sur les neurosciences et le traitement de la douleur. Alors, le traitement de la douleur, quel sujet vaste et complexe, source de bien de malentendus et qui est pourtant commun à toutes les spécialités médicales. La douleur, nous avons tous une idée de ce qu'elle est, mais elle n'est pas unique. En effet, peut-on parler de douleur au singulier? Ne devrait-on pas parler de douleur au pluriel, tant elles peuvent être diverses, aussi bien dans leur perception que dans les mécanismes qui les engendrent? L'on sait d'ailleurs maintenant que certaines douleurs n'ont d'autre cause qu'elles-mêmes. Pendant longtemps, la douleur a été considérée exclusivement comme un mécanisme de défense de l'organisme. Les sensations douloureuses étaient comprises comme résultant de la transmission vers le système nerveux central de messages informant de lésions, d'agressions via des innervations cutanées, proprioceptives, viscérales. Et l'on pensait que les voies afférentes se projetaient sur une structure cérébrale dédiée à la douleur. En conséquence, pour apaiser les douleurs chroniques et intenses, outre l'emploi d'analgésiques comme la morphine, l'approche privilégiée était la néphrectomie, interrompant ainsi les voies afférentes à des points stratégiques, ou encore on lobotomisait. Cette chirurgie destructrice consistait à interrompre les voies de la sensibilité dans une tentative désespérée de soulager les patients atteints de douleurs irréductibles. Aujourd'hui, l'on sait que les douleurs sont générées par un système éminemment protéiforme, dont les mécanismes de régulation atteignent un très haut niveau de complexité. On parle d'ailleurs de soupe inflammatoire, tant il y a de molécules qui sont libérées par une lésion, qui interfèrent les unes avec les autres et stimulent des nocicepteurs. La découverte par Melzack et Wall de l'existence d'un filtre des afférents douloureux au niveau de la corne postérieure de la moelle, ainsi que la découverte des récepteurs opioïdes, puis des endomorphines, la découverte de l'implication de divers neurotransmetteurs, neuromodulateurs et facteurs neurotrophiques dans les circuits neuronaux de la douleur ont ouvert la porte à une recherche thérapeutique et par contre-coup à une meilleure connaissance des mécanismes de la douleur. La route est encore longue, mais nous avons l'honneur ce soir de pouvoir écouter et bénéficier des connaissances d'un éminent spécialiste, le professeur Yves de Koning. Il nous expliquera comment certains de ses travaux ont permis d'identifier des mécanismes clés, expliquant le traitement aberrant de la douleur par le système nerveux, ainsi que des effets secondaires consécutifs à certains traitements prolongés, comme la dépendance aux opioïdes. Je vous souhaite une excellente et enrichissante soirée et je cède la place à Madame la déléguée générale du Québec. Je vous remercie, Madame la Présidente du Collège Belgique, Monsieur de Koning, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir d'être ici à nouveau. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour assister à cette nouvelle conférence dans le cadre de la Chaire du Québec. Cela fait maintenant 5 ans
que la chaire du Québec du Collège Belgique a été mise sur pied grâce au partenariat entre la Délégation générale du Québec et l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts en Belgique. 5 années qui auront permis à plusieurs scientifiques québécois, récipiendaires des prestigieux prix du Québec, d'élargir les collaborations et de renforcer les échanges scientifiques et de haut niveau entre la Belgique francophone et le Québec. Cette coopération est une parfaite illustration de ce que le Québec développe avec ses partenaires de Belgique depuis maintenant 50 ans. Plus de 50 ans à développer des liens tant académiques, économiques, diplomatiques que culturels et bien d'autres avec nos partenaires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas et des institutions européennes. Un engagement de longue date envers le Benelux et l'Europe, mais qui est résolument tourné vers l'avenir, comme l'est d'ailleurs notre collaboration avec l'Académie dans le cadre de cette chaire. Signe de notre volonté d'approfondir nos relations avec nos partenaires du territoire, le gouvernement du Québec a adopté la stratégie territoriale pour l'Europe, qui établit, elle, les priorités et les pistes d'action visant à stimuler encore davantage nos échanges et nos coopérations déjà bien établies. Cette stratégie identifie d'ailleurs la diplomatie scientifique et la mobilité internationale comme 2 grandes priorités pour le Québec en Europe. 2 axes auxquels la chaire du Québec contribue à merveille. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un sujet qui interpelle une grande partie de la population, la douleur. La douleur chronique et les troubles cérébraux qui y sont associés. Notre invité est un neurobiologiste québécois de renom. Au travers de ses travaux scientifiques, Yves de Coninck contribue à percer les mystères du cerveau. Vous dites, professeur, que le cerveau est 1 million de milliards de connexions. Il y a plus de chemins possibles dans un cerveau que d'atomes dans l'univers. Nous avons bien hâte de vous écouter, nous en décortiquer le fonctionnement. Directeur du Centre de recherche cerveau, le professeur de Coninck a étudié la biologie à l'Université Laval. Il a par la suite obtenu un doctorat de neurosciences à l'Université McGill et a ensuite fait un stage postdoctoral aux États-Unis à l'Université de Stanford, puis au University of Texas Southwestern Medical Center. Il devient par après professeur adjoint à l'Université McGill au département de pharmacologie et thérapeutique, puis se joint à l'Institut universitaire de santé mentale du Québec et au Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval. Il est professeur titulaire au département de psychiatrie et neurosciences de l'Université Laval depuis 2005. Détenteur de la chaire de recherche du Canada sur la douleur chronique et les troubles cérébraux associés, il est aussi directeur du centre de recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Je pourrais encore poursuivre votre parcours impressionnant. Monsieur le professeur, mais je crois qu'il est maintenant temps de vous céder la parole et ça me fait plaisir de vous recevoir ici à Bruxelles. La parole est à vous. Merci. Merci de cette introduction. Merci de l'accueil, un très bel accueil de la délégation et de l'équipe ici du collège. Ça a été aussi une belle opportunité, comme vous l'avez dit, Mme Brisson, de rencontrer des équipes de recherche qui travaillent sur la douleur, notamment à l'Université catholique de Louvain avec l'équipe du professeur Moreau qui est ici et aussi les gens de Liège qui travaillent tous à essayer de mieux comprendre cette douleur et trouver différentes avenues de traitement qui doivent être holistiques dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai fondé moi-même, je ne dirais pas combien d'années, 23 ans, le réseau québécois de recherche sur la douleur qui se voulait vraiment avoir une approche très, très complète de la douleur. Et il y a une volonté très forte de renforcer les maillages avec la Belgique. Et j'espère que ma visite pourra aider à ce qu'on consolide ça davantage. Donc, éclaircir les mystères de la douleur chronique, comme vous l'avez dit, c'est un grand défi. La douleur, comme vous l'avez dit, c'est une modalité sensorielle nécessaire, très utile. Alors, c'est agréable de parler à un auditoire qui a
pas trop jeunes, parce qu'ils savent de quoi ils sont capables de comprendre la signification de cette image du Derzo, qui représente très bien le réflexe classique qu'on a quand on subit une stimulation douloureuse. Vous voyez, le cross-extenteur, on se tient comme ça. Douleur nécessaire, c'est une modalité nécessaire pour se protéger des dangers, et se protéger complètement, donc essayer d'arrêter la source du vrai danger, comme l'avait représenté Uderzo à l'époque. Elle est nécessaire, la douleur, parce que il existe des syndromes très rares de gens qui ont une insensibilité à la douleur. Et vous pouvez vous imaginer que c'est des gens qui s'abîment essentiellement. Si on se frappe contre une porte, on se pince, on fait quoi que ce soit, on se blesse. Si on est insensible à la douleur, on ne sera pas capable de se protéger. Donc, c'est nécessaire à la survie. Et évolutivement, la nociception, la perception d'un danger pour le corps est quelque chose qui remonte à très loin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la douleur qui persiste et persiste et persiste, qui ne s'en va jamais, après que réparation, après guérison d'une maladie. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, Mme Brisson, on a longtemps pensé que la douleur, c'était uniquement un reflet d'autres problèmes. Donc, en soi, il ne fallait pas nécessairement s'y attaquer. Mais je vous pose la question, comme je pose souvent aux étudiants, pourquoi la douleur chronique? Pourquoi cette douleur qui persiste après que tout semble être revenu à l'ordre? Bien, la réponse est simple, pour rien. La douleur chronique n'a pas de fonction. Ce que ça veut dire en langage médical, c'est que c'est une pathologie. C'est quelque chose d'anormal. Elle est inutile, elle est néfaste et elle nous nuit dans notre vie. Elle retarde même la réadaptation, elle interfère avec toutes sortes d'autres fonctions fondamentales, notamment nos interactions avec les proches, avec nos proches. C'est probablement la partie la plus débilitante de la douleur chronique. C'est quand on n'est plus capable de communiquer avec nos proches. On est vraiment complètement coupé de toute joie de vivre. Donc, une pathologie, donc j'ose le dire, c'est quelque chose qui est assez récent quand même, que de la reconnaissance que la douleur chronique, c'est quelque chose d'anormal qui est dû à un mauvais fonctionnement de notre système nerveux. Et j'ose croire que la recherche fondamentale, je vais vous en donner quelques exemples aujourd'hui, aura permis ce changement de paradigme, ce changement de vision, en démontrant en effet que le système nerveux, le système nerveux central, la moelle épinière, le cerveau, traite l'information de façon anormale. Et donc, qu'il faut s'y attaquer en soi. Il ne faut pas seulement essayer de régler ce qu'on pense être la source du problème, mais il faut s'attaquer à cette dysfonction de notre système nerveux. Enfin, c'est le message un peu de la conférence de ce soir. Et alors, c'est un drame, en fait. On a longtemps parlé d'épidémie silencieuse, de la douleur chronique, parce que mal reconnue, pour les raisons que je viens de donner, avec le fait que notre corps médical, nos intervenants en santé sont très, très mal formés. En tout cas, au Québec, mais je pense qu'on peut probablement transposer la même chose en Belgique. Particulièrement, les médecins ont une très mauvaise formation sur la douleur, peut-être une demi-heure ou une heure dans leur curriculum. On travaille beaucoup pour changer cela. En fait, beaucoup d'autres professionnels de la santé, les infirmières, les physiothérapeutes, ont beaucoup plus de formation dans le domaine. Mais l'effet, c'est que si on ne comprend pas, si on est mal formé à appréhender le problème, on ne s'en préoccupe pas. En fait, on essaie d'éviter le problème parce qu'on n'a pas
n'a pas de conseils, n'a pas de bonnes recommandations à donner. C'est un des drames de cette situation qui est pourtant un phénomène qui demeure parmi les phénomènes les plus importants dans la population. On parle, selon les statistiques dans les pays, de 1/4 à 1/3 de la population, une personne sur 4, une personne sur 4, une personne sur 3, qui, à un moment donné dans leur vie, souffriront de douleurs chroniques. C'est quand même assez dramatique comme problème. Mais tout le problème, il est là. Vous avez compris? Le grand problème, c'est que vous voyez cette situation, une caresse sur le bras d'une personne, selon le moment de la journée, selon les conditions où la personne reçoit la caresse, elle peut être perçue de façon très différente. Ça peut être agréable, ça peut être très désagréable, ça peut même être douloureux. Et en fait, selon le moment de la journée, comme j'ai dit, selon l'état de la personne qui reçoit, mais aussi en fonction de la personne qui donne la caresse. Hein? Ça peut être agréable quand c'est une certaine personne et une autre personne. C'est désagréable. Dans ce cas-ci, c'est ma main et c'est le bras de mon épouse. Alors, j'espère que c'est agréable. Mais ce que ça veut dire, le réflexe que les gens ont, c'est de dire, bon, la douleur, c'est subjectif. Hein? C'est dans la tête, c'est les gens qui décident s'ils aiment ça ou pas. Donc, comment s'attaquer à ce problème-là si c'est complètement subjectif? C'est le préjugé, hein, qui nous habite beaucoup. C'est ce qui fait que dans nos milieux de travail, on a souvent tendance à juger les gens qui se plaignent de douleur, parce qu'on n'est pas capable d'avoir de l'empathie envers eux, parce on pense que tout ça, c'est subjectif. Alors, mon rôle, moi, comme neurobiologiste, comme vous l'avez dit, c'est d'essayer de vous montrer que cette apparence de subjectivité, en fait, elle prend racine dans des mécanismes qui sont parfaitement neurobiologiques et qu'on peut expliquer. Sachant qu'on peut le comprendre, on peut expliquer ces mécanismes-là et que ces mécanismes peuvent être tombés dans l'anormal, on peut reconnaître davantage la condition de la personne qui souffre de douleurs chroniques. Et la première question que je pose toujours aux étudiants, c'est si je vous marche sur le pied, c'est où que ça fait mal? Et c'est pas dans le pied que ça fait mal. C'est dans la tête que ça fait mal. Et c'est la clé. C'est la clé. Hein, je vous pince la main, vous oubliez votre main sur le rond de poil, le signal est envoyé vers la moelle épinière par vos nerfs et il est relayé vers le cerveau. Et c'est au niveau du cerveau qu'il y a une perception de la douleur. Ça veut dire que si le relais de l'information est anormal, si le traitement de l'information par votre système nerveux est anormal, bien, vous aurez une perception anormale de ce que... Alors, dans certaines situations, ça veut dire qu'une simple caresse peut faire mal, alors que ça ne devrait pas faire mal. C'est dans ce contexte-là qu'on peut... L'essentiel du concept, c'est de comprendre que notre perception du monde, bien, elle se fait à travers l'intégration d'informations par notre système nerveux central, par cette foison, c'est des milliards de cellules nerveuses, ces millions de milliards de connexions, comme vous l'avez dit, et dont d'ailleurs on parlera plus demain. Demain, je fais une conférence où on essaie de développer des nouvelles technologies dans le centre que j'ai, où j'ai fondé toute une initiative pour essayer de mieux comprendre le système nerveux dans ses retranchements les plus fins et dans un contexte où le cerveau est essentiellement l'organe le plus complexe de l'univers. Donc, c'est certain que ça donne une certaine humilité
quand on voit ça, à se dire, ben, ça va prendre un peu de temps à comprendre comment le cerveau fonctionne, mais quand même, il faut s'y attaquer. Et on a fait je dirais qu'on a fait des avancées extrêmement importantes dans les derniers trentaine d'années dans le domaine de la douleur chronique, qui fait que un des effets, en plus de nous permettre d'envisager des voies thérapeutiques, qui aussi ouvre la porte à la déstigmatisation, qui est une des choses les plus importantes, parce que à travers la démystification des phénomènes, à travers la compréhension de la biologie, ben on est capable de reconnaître davantage l'autre. Alors, ici, j'ai envie de vous offrir de regarder un petit vidéo qui résume beaucoup des concepts que je viens de vous présenter et qui met la table un peu pour ce que je vais la présentation que je vais vous donner. S'il y a des professionnels de la santé dans la salle, c'est une vidéo que je recommande beaucoup. Ça a été fait par un groupe d'Australiens, mais ça a été, on a financé on a organisé la traduction de ce vidéo en français par Yannick Barbé-Gabusson. Donc, c'est un outil qui est bien sûr gratuit et qui, je pense, est très utile pour essayer de faire comprendre le concept, comprendre la complexité de la douleur et de l'importance d'une approche, bien sûr, holistique autour de ça. Puis, ça ponctuera essentiellement ma présentation. Donc, je vous demande un peu de patience. Regardez cette petite animation qui est vraiment très, très bien faite par les Australiens. Nous sommes tous d'accord pour dire que la douleur est une expérience humaine universelle. Nous savons désormais que la douleur est produite par le cerveau 100% du temps. Toutes les douleurs sont concernées, peu importe ce que vous ressentez. Une douleur vive, sourde, violente ou légère, et peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Il se peut que vous ayez mal depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est ce qu'on appelle la douleur aiguë. Elle est assez fréquente quand les tissus sont endommagés, disons lors d'une blessure au dos ou d'une entorse de cheville. Généralement, on vous encouragera à rester actif et à reprendre progressivement l'ensemble de vos activités habituelles, dont votre travail. Ou bien il se peut que vous ayez mal depuis 3 mois ou davantage. Et cette douleur est alors généralement qualifiée de persistante ou chronique, parce que dans ce type de douleur, la lésion des tissus n'est pas au cœur du problème. Ce qui est moins évident quand on vous affirme que vous avez une douleur chronique, c'est de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter face à ce problème. En Australie, la douleur chronique constitue vraiment un gros problème. En fait, elle touche un individu sur 5. Avoir un cerveau qui ne s'arrête plus de produire de la douleur, même lorsque les tissus ont cicatrisé et sont hors de danger, n'est pas très agréable. Certains pensent qu'il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas en eux. C'est précisément là que se situe le problème. Une fois qu'on a éliminé toute cause dangereuse, les professionnels de santé peuvent expliquer que la plupart des tissus corporels ont eu suffisamment de temps pour guérir du mieux possible, dans un délai compris entre 3 et 6 mois. Donc, quand la douleur continue à être produite par le cerveau, elle est moins en lien avec des changements structurels à l'intérieur du corps et plus en rapport avec la sensibilité du système nerveux central. En d'autres termes, tout est plus compliqué. Par conséquent, pour tâcher de résoudre ce qui vous arrive, vous avez besoin de rééduquer le système nerveux et le cerveau. Pour ce faire, il est utile d'examiner toutes les choses qui affectent le système nerveux et qui pourraient contribuer à votre propre expérience douloureuse. Ce qui peut vous aider, c'est d'observer la douleur chronique d'un point de vue plus général et d'utiliser une approche structurée en faisant un plan d'action. Il est ainsi moins probable d'oublier quelque chose d'important. Commençons donc par le côté médical. Tout d'abord, la prise de médicaments peut vous aider, mais elle a ses limites. Ce sont les approches les plus actives qui sont nécessaires à la reprogrammation du cerveau. Donc, utilisez les médicaments pour démarrer et par la suite, vous pourrez généralement les espacer puis les cesser. Certaines personnes pensent aussi que la chirurgie pourrait constituer la solution. Mais face à un problème aussi complexe que la douleur chronique, il se peut que la chirurgie soit inefficace. Donc, si vous songez à une opération, il est préférable de demander un second avis et de vous souvenir de prendre en considération tous les aspects du problème. Ensuite, il est utile de réfléchir à la façon dont vos pensées et vos émotions affectent votre système nerveux. La douleur bouleverse vraiment la vie quotidienne et peut avoir une grande influence sur l'humeur et le niveau de stress. Toutes les pensées et les croyances sont également des influx nerveux du cerveau.
Mais vous pouvez apprendre à réduire le stress et à ralentir l'activité du système nerveux. Ces aides conduisant à un certain bien-être émotionnel peuvent aussi réduire la douleur. Le troisième aspect à prendre en compte est le rôle de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, il semble que notre mode de vie moderne puisse nous être préjudiciable. En fait, il se peut que ce que nous mangeons et la façon dont nous vivons contribuent à sensibiliser le système nerveux. Un bon point de départ est d'observer tous les facteurs comme le tabagisme, la nutrition, l'alcool et le niveau d'activité physique et de déterminer s'il n'existe pas une problématique. Ces informations peuvent faire partie intégrante de votre plan de bataille. Un autre enjeu de taille est d'analyser le sens plus profond de la douleur et le vécu personnel en arrière-plan. En prenant du recul et en étudiant tous les éléments qui se sont déroulés au moment de l'installation de la douleur, de nombreuses personnes qui souffrent pourront établir des relations utiles entre une période de vie faite d'angoisse et un tableau douloureux s'aggravant. Pour beaucoup d'entre nous, identifier ces émotions les plus profondes peut constituer une partie du processus de guérison. Enfin viennent, et ce ne sont pas les points les moins importants, l'activité physique et le mouvement. Du point de vue du cerveau, le mieux est de vous remettre à bouger à un degré confortable, sans appréhension et sans que celui-ci ne vous protège avec de la douleur. Et vous rétablirez progressivement la condition physique de vos tissus. En résumé, la douleur, elle provient du cerveau et elle peut être reprogrammée. Et quand on l'examine à l'échelle globale de l'individu en prenant le recul nécessaire, on a plus de facilité pour commencer à la traiter. Alors demandez de l'aide si vous en avez besoin, fixez un objectif et en avant. Demandez de l'aide dès que possible. Hein. Pendant longtemps, on a pensé que tolérer sa douleur, c'était une bonne chose. Hein. Mais le cerveau a cette capacité incroyable de se transformer. C'est d'ailleurs la base de toute la merveille du cerveau humain. Mais il peut se transformer dans le bon sens, mais il peut aussi se transformer vers une trajectoire néfaste. Donc, c'est important d'aborder le problème dès que possible. Donc, parlons un peu de médication, parce que le problème, évidemment, de la reconnaissance seulement récemment de la douleur comme un problème en soi fait qu'on a un arsenal de médication qui est assez limité, quand même, somme toute, si on compare à beaucoup d'autres maladies. Et puis, on peut imaginer, hein, comme je vous dis, comme il y a tout ce chemin hein, qui part de nos organes et qui s'en vont vers le cerveau. Donc, on peut s'imaginer cibler le traitement anormal de l'information à différents niveaux. S'il y a une hypersensibilité au niveau de la main, par exemple, on peut aussi y aller avec des crèmes analgésiques, etc. Il y a aussi, au niveau central, il y a une espèce de lutter contre une réponse inflammatoire qui n'est pas seulement dans la périphérie, mais qui finit par se développer au niveau de la moelle épinière et, dans certains cas, au niveau du cerveau. Alors, les antidépresseurs, les anticonvulsivants, les antidépresseurs, non pas parce que c'est de la dépression, c'est juste un effet bénéfique qu'on a découvert des antidépresseurs à des doses où ils n'ont pas nécessairement d'action antidépressante, mais qui peuvent avoir des effets positifs pour la douleur. Et d'autres molécules, bon, les opioïdes, bien sûr, et aussi la kétamine. En fait, ce que vous voyez ici, c'est que parce qu'on comprend mal la douleur chronique, l'ironie, c'est que la grande majorité des médicaments sont utilisés pour la douleur de façon secondaire. C'est des médicaments qui ont été développés pour autre chose, hein, l'exemple des antidépresseurs, beaucoup d'antiépileptiques aussi. On a découvert qu'ils étaient utiles pour certaines douleurs chroniques. Donc, tant mieux. Sauf que on ne s'attaque pas nécessairement au problème direct, encore une fois, parce que pendant longtemps, on n'a pas essayé de chercher qu'est-ce qui faisait défaut dans notre système nerveux central, dans notre cerveau, pour qu'on ait ces réponses exagérées à la douleur. Réponse exagérée ou anormale, hein, ça veut dire, par exemple, si je vous fais mal, avec un stimulus qui normalement vous fait mal, la douleur est vraiment amplifiée de façon exagérée.
Mais le cas extrême, bien sûr, c'est l'exemple par exemple, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, les douleurs où on a une lésion du système nerveux, où là, un simple toucher, une simple caresse peut déclencher de la douleur. Donc, c'est une réaction douloureuse à quelque chose qui ne devrait jamais déclencher de la douleur. C'est vraiment une perception anormale. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'exemple de ma main qui caresse le bras de mon épouse, ça vient d'où, là, cette idée que notre perception sensorielle peut changer selon notre humeur, selon la condition de la journée, le matin, le soir, etc. Les gens ont souvent beaucoup plus mal le matin que le soir, etc. C'est parce que nous avons, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose de particulièrement frappant comme perception sensorielle avec la douleur, la capacité de contrôler notre sensibilité à la douleur. On le vit tous, hein, selon et on peut s'imaginer d'un point de vue évolutif que la douleur, qui est un système d'alarme qui nous dit d'arrêter de faire quelque chose, peut être paralysante aussi. Donc, il faut être capable de la contrôler pour pouvoir, par exemple, agir ou fuir s'il s'agit d'un danger important. Ou si on a besoin d'agir dans la vie ou pour quoi que ce soit. Alors, on a tous vécu des moments où on a mal. Si on est occupé à faire quelque chose, c'est quelque chose qui est plus important, on est capable de vivre avec. Et puis quand on se repose à un moment donné, tout d'un coup, la douleur revient, puis ça fait très mal. Donc, on a tous cette capacité de contrôler notre douleur. Hein? Et en fait, ça vient du cerveau. Le cerveau, certains centres du cerveau vont envoyer des signaux vers la moelle épinière, là où le signal entre pour être relayé, pour être un premier traitement, pour être relayé, pour être interprété. Et donc, on est capable d'arrêter le signal à l'entrée, si vous voulez. Et ça a été démontré depuis longtemps. Il y a notamment, parmi plusieurs signaux, il y a la libération d'opioïdes endogènes, hein, la morphine qui agit sur nos récepteurs opioïdes, qui est l'analgésique historique par excellence, hein, qui remonte à des millénaires. Elle utilise en fait des voies qui existent déjà. Nous avons tous des endorphines. On sécrète des endorphines qui viennent réguler notre sensibilité à la douleur. Ce n'est pas seulement les endorphines, il y a d'autres mécanismes sérotoninergiques, noradrénergiques, d'autres neurotransmetteurs qui sont utilisés dans ces analgésies-là. Donc, on peut le démontrer facilement en laboratoire. Ici, je vous présente des travaux de mon collègue Serge Marchand, travaux très intéressants où cette analgésie, que j'appelle analgésie endogène, hein, qu'on produit nous-mêmes, on peut la déclencher. Alors, avec un sujet, par exemple, on peut, sur un bras, placer une thermode où on fait monter la température et la personne nous rapporte le niveau de douleur. Donc, on fait monter la température, la ligne bleue, la température monte, et l'autre ligne, vous voyez, c'est la personne qui nous donne une cote de sa douleur sur une échelle 1 à 100 ou 1 à 10. Ce qu'on peut faire, après ça, c'est donner une stimulation douloureuse à cette personne. L'autre bras, on le plonge dans l'eau très froide. Ça fait mal. Et après ça, on revient et on refait l'expérience et on demande à la personne de coter sa douleur. Vous voyez que la douleur a baissé. Donc, elle a baissé cette douleur. Je pourrais vous dire qu'on peut démontrer que ce n'est pas seulement subjectif, là, parce qu'on peut bloquer cette analgésie pharmacologiquement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Serge et son équipe, ils se sont intéressés à certaines populations de patients. Ici, des patients en fibromyalgie. Et la question qu'on s'est posée dans la communauté, et nous-mêmes par rapport à nos résultats, c'est est-ce que, en fait, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive chez les patients fibromyalgie? Je ne vous dirai pas tout de suite la réponse. Alors, la même chose, hein, on fait changer la température, la personne nous cote sa douleur. Mais ce n'est pas tellement
et après ça, bon, on la plonge l'autre bras dans l'eau froide. C'est pas tellement est-ce que la douleur qu'ils ont cotée est plus ou moins élevée que dans un groupe contrôle. C'est qu'après la stimulation douloureuse, vous voyez que cette analgésie endogène est déficiente. Donc, ça amène l'hypothèse que chez des gens qui souffrent de certains syndromes de douleur chronique, leur capacité à se défendre, si vous voulez, contre la douleur, fait défaut. Bon, ça, c'est un résultat simple. L'être humain, c'est jamais simple. La population humaine, c'est jamais simple. L'équipe de Serge a, après ça, fait cette étude sur un très grand nombre de personnes. Et ce que vous voyez ici, c'est tout le spectre. Donc, quand les barres vont vers le bas, c'est que ces gens-là ont une certaine analgésie, une bonne réponse d'analgésie à douleur. À l'autre extrême, il y a des gens où c'est l'inverse. On fait la même expérience et ils deviennent plus sensibles. On a tout le spectre. C'est ce qu'on voit en général dans la population quand on travaille sur certaines maladies, etc. Il y a toujours une distribution et des gens qui répondent, une grande majorité de gens qui ont cette analgésie, mais elle est plus ou moins forte et dans certains cas, c'est l'inverse. Quand on regarde les fibromyalgiques, regardez bien le graphique. Maintenant, ça, c'est le tableau avec les fibromyalgies, avec les gens le groupe des gens avec la fibromyalgie. Les femmes, en grande majorité des femmes. 90-95% des syndromes de fibromyalgie sont chez les femmes. Ce que vous voyez donc, c'est un glissement, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens chez qui il y a une bonne analgésie et il y a plus de gens chez qui ça devient une hyperalgésie. Et donc, il y a un plus grand nombre de gens chez qui la capacité de réguler leur douleur a diminué. Donc, cette grande distribution, alors vous allez me dire encore, oui, parce que vous avez encore tous des préjugés contre les gens qui ont de la douleur, oui, mais c'est subjectif, c'est basé sur la cote que les gens nous donnent de leur douleur. Alors, c'est subjectif, ils nous ont décidé qu'ils avaient plus ou moins mal, etc. Donc, à quel point est-ce que c'est une représentation réelle du phénomène neurobiologique? Alors, pour essayer de vous convaincre, mon collègue Jeffrey Mogul à l'Université McGill a beaucoup travaillé sur les différences génétiques pour montrer qu'il y a des différences à l'intérieur de la population, que les gens répondent de façon différente à cause de leur héritage. En fait, je vous dirais, lui, il a travaillé sur l'héritage génétique. Je pourrais vous parler aussi de l'héritage de vie, de parcours de vie. Mais pour éliminer le doute sur la subjectivité, il prend des petites souris. Alors, dans les souris, c'est comme vos chiens et vos chats, on a toutes sortes de lignées de souris, parce qu'on les reproduit entre elles, donc elles sont très, très, très différentes. Mais comme on les reproduit entre elles, chacune de ces souris, chacun de vos chiens ou chacun de vos races de chats sont très, très semblables d'un point de vue génétique. Donc, on peut regarder à travers différentes classes de souris leur sensibilité à la douleur. Et ce que vous voyez, en fait, vous voyez ces graphiques, les choses changent énormément. Mécanique, thermique, c'est que donc, des souris qui sont différentes génétiquement, alors là, on ne peut pas évoquer l'état d'esprit, l'état d'âme ou la subjectivité des petites souris. On fait juste vérifier leur sensibilité à la douleur quand on leur touche la patte. Et aussi, leur sensibilité, à quel point elle peut devenir hypersensible ou non suite à une blessure. C'est ce que vous voyez ici sur la droite. Vous voyez que certaines lignées sont plus sensibles ou moins sensibles, sont plus vulnérables à développer une hypersensibilité. Donc, il y a beaucoup de variabilité entre les populations, entre les personnes, et de ça, il y a une partie qui est notre héritage. Bon. Alors, on dit que dans certaines populations, certaines formes de la pathologie, de la douleur chronique, pourraient être expliquées par un déficit de ce contrôle, de cette capacité de contrôler
sensibilité, notre perception de la douleur. Donc, on s'est intéressé, nous, beaucoup à ce mécanisme, c'est d'identifier où peut se trouver ce déficit chez les personnes. Je vais vous parler un peu d'une découverte que nous avons faite pour mettre le doigt, si vous voulez, sur ce qui fait défaut. Donc, encore une fois, toujours ma représentation schématique, l'organe, ça vient vers la moelle épinière, ça va vers le cerveau. Vous voyez ici une petite représentation, la petite cellule verte, c'est ce qu'on appelle un neurone inhibiteur. Dans notre cerveau, nous avons un circuit extrêmement complexe de dizaines de milliards de cellules nerveuses, de neurones qui se connectent entre eux, dialogue électrique, etc. Il faut mettre de l'ordre dans ce circuit ultra complexe. Et il y a un certain nombre de cellules nerveuses, de neurones, qui sont inhibiteurs, dont le rôle est de garder le capot, si vous voulez, sur l'activité. Contrôler, filtrer l'information. Le neurotransmetteur par excellence, dans le système nerveux central, il y a toute une foison de neurotransmetteurs dans le système nerveux central. Le neurotransmetteur inhibiteur qui contrôle l'activité neuronale principale, c'est l'acide GABA-aminobutyrique, peu importe son nom, ce qu'on appelle avec un beau nom GABA. C'est un neurotransmetteur qui est libéré par ces neurones inhibiteurs, qui agit sur un canal ionique sur la membrane de la cellule, qui fait que les ions chlorure, des ions négatifs, entrent dans la cellule et ça inhibe l'activité de la cellule. Je vous présente ici par une animation très, très bien faite d'un étudiant dans un programme de communication biomédicale, Michael Coren. Vous voyez ici les neurotransmetteurs que je vous ai représentés qui font que ces pores ioniques s'ouvrent, les ions chlorure rentrent dans la cellule, c'est des charges négatives, ça vient inhiber la cellule. Pour que les ions chlorure entrent, il faut rétablir, il faut constamment vider le seau qui se remplit, si vous voulez. Et vous l'avez vu ici, c'est cette espèce de petite molécule ici qui s'appelle le KCC2, ce nom très, très sexy, qui est en fait une pompe qui vient vider le chlore qui s'est accumulé à l'intérieur de la cellule. On a un potassium qui sort en même temps qu'un ion chlorure, une charge positive et une charge négative. C'est neutre, c'est silencieux, mais ça vient donc rétablir la situation. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'après une lésion d'un nerf périphérique, donc ce qui arrive souvent dans les syndromes de neuropathie, on a une blessure, on a un cancer qui vient comprimer certains nerfs, on a un diabète où certains nerfs périphériques dégénèrent, on a une infection comme le zona par exemple, où ça affecte nos nerfs sensoriels. Toutes ces conditions viennent créer un déséquilibre. C'est nos nerfs dans nos membres qui font défaut, mais notre moelle épinière s'adapte à cette perturbation de l'entrée. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a essentiellement une perte de cette protéine qui a comme rôle de maintenir l'inhibition en santé, si vous voulez. Donc, le chlore s'accumule, l'inhibition fait défaut. Et en fait, on passe, je l'ai dit, l'inhibition, c'est notre filtre, c'est ce qui permet de contrôler l'information. On passe d'un filtre à un amplificateur. En fait, à l'absence de filtre, mais dans des cas extrêmes, en fait, à une amplification aussi où le signal devient anormal. Donc, juste par cette petite protéine qu'on a perdue, le système est déréglé et la façon dont on va percevoir l'information, il y a des signaux qui, normalement, devraient arrêter ici, ils vont être relayés vers le cerveau, ils vont être interprétés comme de la douleur. Bon, dans le laboratoire, on s'intéresse après ça à essayer de comprendre. Je vous ai dit qu'il y a une lésion ici et il y a une adaptation de notre moelle épinière et plus tard de notre cerveau qui font que maintenant, on comprend l'information de façon anormale.
Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé au niveau du système nerveux central. Un de ces phénomènes, c'est en fait quelque chose qui a émergé beaucoup dans les 20 dernières années, une réaction inflammatoire, mais aussi à l'intérieur de notre moelle épinière et de notre cerveau. Donc, on est tous familiers avec l'inflammation quand on a une blessure, mais il y a une transposition dans le système nerveux central de cette inflammation. Il y a des cellules du système immunitaire qui sont propres au cerveau et à la moelle épinière, parce que le cerveau et la moelle épinière est normalement très bien séparés du reste du corps. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe histologique de la moelle épinière, et ce que vous voyez en rouge ici, ce sont des cellules immunitaires de la moelle épinière qui se sont activées. Ces cellules-là se mettent à sécréter des choses à l'intérieur de la moelle épinière et venir changer la balance. Je l'ai ici, encore une fois, représenté dans cette petite animation que Michael a illustrée. Donc, il y a un signal qui nécessairement doit venir de nos nerfs sensoriels, qui est libéré au niveau de la moelle épinière, et les cellules immunitaires de la moelle épinière se transforment et elles vont se mettre à jouer un rôle différent maintenant à l'intérieur de la moelle épinière. Donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'elles se mettent à sécréter un facteur trophique qui s'appelle le BDNF, peu importe. Ce signal vient sur les cellules nerveuses et va causer la perte de notre fameux transporteur dont je vous ai parlé, le KCC2. Bon. C'est important pour nous d'identifier toutes ces étapes de la cascade parce que, bien sûr, ça nous ouvre la porte à différents endroits où on peut développer des médicaments. Peut-être que pour illustrer encore le phénomène... Under normal physiologic conditions, light touch is transmitted from low threshold receptors in the skin je voulais pas mettre le son. through large A-beta fibers to a network of neurons in the spinal cord. The signals are transmitted. Vous avez vu le toucher qui est venu. Vous avez vu, il y a un réseau de cellules nerveuses qui vient envoyer l'information jusqu'au cerveau. Quand c'est quelque chose qui frappe et qui fait mal, le signal est aussi envoyé le long de la moelle épinière, mais via d'autres voies. Vous avez vu la cellule ici en rouge, qui est une autre voie. Dans la moelle épinière, nous avons des voies qui sont dédiées principalement au signal douloureux. Normalement, ces deux voies-là ne se parlent pas entre elles. Il y a des cellules nerveuses inhibitrices, ici en orange, qui font en sorte que normalement, le signal ne va pas se rendre jusqu'à la voie en rouge. Dans nos syndromes de douleur chronique, comme j'ai perdu l'inhibition, ce qui est important de voir, c'est que la voie pour la douleur et la voie pour le toucher, qui sont normalement séparées, peuvent se parler entre elles parce que l'inhibition fait défaut. Il y a des interconnexions entre ces voies-là, mais elles sont normalement réprimées par l'inhibition. Et ce qui fait en sorte que maintenant, un toucher peut finalement aller parler à la voix du signal douloureux et être envoyé au cerveau en disant « ça fait mal ». Donc, il y a un dialogue croisé entre ces voies-là et c'est ce qui peut expliquer la perception anormale de la douleur. Je vous rappelle le résultat que je vous ai montré tout à l'heure chez Serge Marchand. L'inhibition endogène fait défaut dans certains syndromes de douleur chronique. Et en fait, on a pu répliquer cette situation de façon expérimentale où on a pu montrer qu'il y a une inversion de l'analgésie endogène en une hyperalgésie maintenant paradoxale quand on essaie de déclencher cette analgésie. Donc, ce qui est important, à mon avis, comme leçon, c'est qu'on a pu commencer à vraiment identifier, mettre le doigt sur un mécanisme neurochimique, biophysique, si vous me permettez le terme, qui peut expliquer le traitement anormal de l'information.
Donc, qui fait qu'on passe de la douleur normale à la douleur pathologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié une cible particulièrement, un mécanisme, et bien sûr, mes anciens étudiants se sont embarqués dans une découverte de médicaments en disant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des médicaments qui vont venir rescaper cette molécule ici, ce nouveau KCC2. Ils ont découvert un certain nombre de molécules. On a fait la démonstration de principe que c'était faisable. Les premières classes de molécules ne seront pas ceux qui deviendront les médicaments. Il y a d'autres classes qui vont suivre à partir de cette première identification. Et maintenant, il y a des biotech qui commencent à le développer. Et moi, j'accompagne certaines biotech qui essaient de développer des médicaments dans cette direction. On verra si ça aboutit. Le développement de médicaments, c'est une longue suite d'embûches. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a lancé cette découverte de médicaments-là. Et ça suit son cours, mais ça vient avec beaucoup, beaucoup d'aléas, notamment quand il y a des crashs boursiers et que les investisseurs deviennent tièdes à investir. Et quand les pharma aussi passent par des périodes assez difficiles. Un des drames auxquels les gens ne sont pas tout à fait, dont on n'est pas tout à fait conscient, c'est que dans les 12 dernières années, les grandes pharma se sont à peu près toutes désengagées de la découverte du médicament pour les maladies mentales et neurologiques en amont. Elles ont essentiellement embrassé les bras. Elles ont toutes fermé. C'est massif. Pfizer a fermé 3 ou 4 centres de recherche massifs. C'est l'équivalent d'une université entière qui ferme, à chaque fois qu'il ferme un de ses centres de recherche. Pfizer a fermé, AstraZeneca a fermé, Glaxo Wellcome avait fermé avant, etc. Ils ont tous baissé les bras, surtout vis-à-vis des médicaments pour les troubles mentaux. Bon, douleur est un peu dans le même bain. Il y a encore un peu de travail qui se fait à l'interne chez les pharma pour les maladies neurodégénératives, mais elles ont décidé de dire, bon, c'est trop compliqué pour nous, on va se retourner vers les biotech, les laisser développer et aller cueillir les choses un peu plus en aval quand c'est rendu en phase clinique. C'est pas nécessairement... Ils sont obligés d'être réalistes, mais ça veut dire quand même que pour la société, le développement de médicaments a quand même, pour les maladies neurologiques et mentales, le développement de médicaments a quand même pris un coup solide. Bon. Alors, il faut que j'avance. J'en profite quand même pour vous parler de cet autre phénomène, les fameux opioïdes, les opiacés, en fait, dérivés de la morphine, qui sont, en fait, toute la classe qu'on appelle maintenant les opioïdes. Cette molécule qu'on utilise depuis des millénaires, qui demeure quand même l'arsenal numéro 1 pour lutter contre la douleur. Il faut quand même ne pas perdre ça de vue. On démonise énormément les opioïdes, surtout du côté de l'Amérique du Nord, où il y a la crise des opioïdes, de surdoses d'opioïdes, etc., parce qu'on a créé des opioïdes ultra, ultra puissants, et ça vient avec toutes sortes d'effets secondaires, de dépendance, de répression, notamment d'inhibition respiratoire, qui fait que dépression respiratoire qui est ce qui entraîne la mort dans les cas de surdose. Mais ça demeure quand même l'arsenal numéro 1. Le problème, c'est que notre cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un organe qui s'adapte constamment à ce qu'on fait. Vous avez fait allusion aux approches initiales pour traiter la douleur. On a dit on va couper les voies de la douleur, puis ça va partir. Ça marche pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, puis hop, les choses reviennent. Reviennent parce que c'est vraiment ce qui est le plus merveilleux et fantastique dans le cerveau, c'est cette capacité au cerveau de s'adapter, de se transformer, et donc de trouver d'autres façons de fonctionner quand on essaie d'interférer avec son fonctionnement normal. C'est ce qui arrive aussi dans la réponse aux médicaments. Quand on traite avec la morphine, avec d'autres médicaments,
Ça peut marcher pendant un certain temps, mais le cerveau a tendance à s'adapter et à trouver d'autres états d'équilibre. Alors, un exemple par exemple, dans le cas de la morphine, hein, si vous regardez sur ce graphe, hein, quand on donne la morphine, quand ça monte vers le haut, c'est de l'analgésie. Ça cause l'analgésie, c'est merveilleux. Mais si on donne des doses répétées de morphine, l'effet s'estompe. Ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance. On a besoin de donner de plus en plus d'un médicament pour obtenir le même effet. Le système s'adapte, on devient tolérant. Dans le cas de la morphine, un effet secondaire qui est particulièrement débilitant et qui limite beaucoup son utilisation dans les cliniques de douleurs chroniques, c'est que les doses répétées chroniques de morphine, en fait, les gens développent, dans beaucoup de cas, une hyperalgésie. Ils deviennent hypersensibles à la douleur. C'est l'ironie par excellence. Le médicament qui normalement était l'analgésique devient donne une douleur exagérée. Sensibilité à la douleur exagérée. En fait, on a, nous, essayé de... On a posé la question, est-ce que cette hyperalgésie, donc, est-ce que c'est la même chose que quand les gens développent une hypersensibilité à la douleur, comme dans les douleurs neuropathiques dont je vous ai parlé? Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, avec les traitements chroniques à la morphine, cette réaction inflammatoire, vous voyez ici cette fameuse cellule microgliale qu'on dépeint en rouge, toute la signalisation que nous, on a décomposée, elle entre en cause dans la réponse du tissu à la morphine. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on utilise l'analgésique, le tissu s'adapte et devient hypersensible. Bon, ça peut paraître ironique, mais c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la morphine continue à agir sur les cellules nerveuses et produire leur inhibition. Donc, elle continue à avoir son effet analgésique, mais entre-temps, le système devient hypersensible. Ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir interférer avec la cascade de sensibilisation pour restaurer l'effet analgésique de la morphine. C'est là-dessus qu'on travaille, notamment. Évidemment, il y a d'autres phénomènes de dépendance à la morphine. Il y a cette hyperalgésie dont je vous ai parlé. On pense avoir mis le doigt sur une des raisons. Mais il y a aussi le fait qu'il y a le fameux syndrome de sevrage, hein, à la fin des opioïdes. Il y a cette espèce de tempête qui se produit chez les gens qui fait qu'ils sont dans des situations souvent intolérables. Donc, encore une fois, beaucoup de stigmatisation contre les gens qui ont des dépendances aux drogues. Il faut comprendre qu'il y a eu une adaptation physique. Il y a des dépendances psychologiques aux drogues, mais il y a aussi des dépendances physiques. Et la dépendance physique, se sortir d'une dépendance physique, c'est pas facile. Il faut savoir le reconnaître. Et on a travaillé avec un de nos collègues à Calgary, au Canada, où on a aussi mis le doigt sur un autre mécanisme qui implique encore cette microglie, mais qui est différent et qui pourrait expliquer la dépendance. Donc, juste pour vous résumer, parce qu'il faut avancer, quand on donne la morphine, ça agit sur les cellules nerveuses, ça les inhibe. Toutes les cellules qui sont dans les voies qui viennent du transfert de l'information douloureuse. C'est assez phénoménal quand même, comme la morphine a une action assez globale et qui vient vraiment jouer en faveur de l'analgésie à travers notre corps. Mais à force d'utiliser la morphine, les cellules nerveuses s'adaptent et deviennent tolérantes. Donc, il faut donner de plus en plus de morphine. Ça, c'est une réponse de la cellule nerveuse elle-même. C'est ça qu'il va falloir cibler pour la tolérance. Ce dont je vous ai parlé, moi aussi, c'est qu'il y a une hyperalgésie qui, elle, vient utiliser notre fameux mécanisme de KCC2, qui est de perte de KCC2. Et il y a aussi le syndrome de sevrage qui fait encore appel à nos fameuses cellules microgliales, mais cette fois-ci, le canal qui a été identifié est un autre canal, peu importe, ça s'appelle la panexine, qui est une molécule importante dans la communication entre les cellules microgliales. Donc, en fait, ce que je veux souligner ici, c'est qu'on a 3 adaptations à
la morphine et qui suivent chacune des voies différentes. Ça veut dire qu'il faut essayer de les cibler de façon différente. Nous, on a trouvé le coupable pour l'hyperalgésie avec notre KCC2. Donc, ce qu'il faut, c'est par exemple, avec les molécules qu'on a développées, venir essayer de restaurer ce KCC2. Donc, c'est une voie pour développer des traitements adjuvants à la morphine contre l'hypersensibilité à la douleur. Et de l'autre côté, le sevrage, c'est cette tempête, parce que les cellules microgliales se mettent à libérer toutes sortes de facteurs de façon assez massive à travers cette fameuse panexine. Ben, ce qui est intéressant avec notre collègue de Tuan Tran de Calgary, c'est que il y a des molécules qui sont déjà utilisées comme médicaments, comme les antimalarias. Essayons pas de faire de lien avec l'histoire de Raoult. Mais ça donne que la mefloquine agit aussi sur la panexine et aussi certains médicaments contre la goutte. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. Hein. Il y a des médicaments qui agissent, qu'on connaît, qui sont utiles dans certaines pathologies, mais qui ont aussi comme effet d'agir sur le mécanisme qu'on a identifié. L'avantage de ça, c'est que, comme c'est des médicaments qui sont déjà utilisés chez l'humain, on pense avoir une voie assez rapide pour aller démontrer qu'il serait possible d'éliminer le sevrage en arrêtant la morphine ou les opioïdes apparentés. C'est quand même très encourageant de penser qu'on pourrait éliminer cette réaction de sevrage. Ça pourrait énormément aider, évidemment, à accompagner les gens dans une trajectoire de recouvrement. Bon, je veux quand même dire un mot ici, pensée, émotion. Il y a des gens dans la salle, des grands chercheurs dans la salle qui pourront vous en donner une conférence bien plus intelligente là-dessus. Et puis, vous avez aussi, certainement, vous connaissez bien Stephen Norris et toute l'équipe de Liège aussi qui travaille beaucoup sur essayer de moduler la douleur à travers des approches, que ce soit des approches de méditation, de pleine conscience, quoi que ce soit. Ce que je veux souligner ici, c'est, encore une fois, essayer de faire tomber cette stigmatisation sur le fait que la douleur, c'est subjectif. Hein? Avec l'imagerie cérébrale, qui nous permet de voir qu'est-ce qui s'allume dans le cerveau quand je vous fais quoi que ce soit, quand je vous fais mal, ça nous a permis de mesurer que quand une personne nous dit « ça fait plus mal » ou « ça fait moins mal », on a le reflet dans le cerveau. Donc, c'est un phénomène réel. Hein? Et je vous donne ici une expérience. Je remonte avant que certains soient nés dans la salle, au milieu des années 90, notamment les expériences que Pierre Rainville au Québec a faites avec Catherine Bushnell à l'époque, où ce qu'il avait utilisé, Pierre, c'était l'hypnose pour suggérer à la personne, alors il faisait en laboratoire, et il soumettait les gens à une stimulation douloureuse, et puis il pouvait suggérer que la stimulation allait être, la douleur allait avoir un effet très désagréable ou pas du tout désagréable sous hypnose. Et ils ont pu montrer, ce qui est important, c'est qu'ils ont pu montrer que selon la suggestion par hypnose, vous voyez ici, là, ce qu'on voit ici, c'est par IRM, une image, une coupe virtuelle du cerveau. Vous voyez les régions du cerveau qui sont allumées. Et vous voyez que quand on suggère par hypnose que la douleur n'est pas très désagréable, il y a des régions du cerveau qui sont moins allumées. Ça veut dire que nous avons la capacité de contrôler notre perception, mais via des mécanismes neurobiologiques. C'est réel. C'est pas juste... c'est vous qui le dites. En fait, ça nous amène à cette belle question du placebo. Hein? Le fameux effet placebo, c'est la représentation par excellence de ce que je viens de vous dire. C'est la capacité de notre cerveau à agir sur nous-mêmes, sur notre propre perception. On en parle quand on en parle de la douleur, mais les gens sont tellement biaisés pour la douleur de dire que c'est subjectif que j'aime montrer cette diapo
où on parle de l'effet placebo dans le Parkinson. Hein, quand les gens ont le Parkinson, ne sont plus capables de bouger, hein, ils tremblent. Vous pouvez leur donner une pilule de sucre en leur disant que c'est un médicament et ils vont marcher. Ce que vous voyez ici, c'est une expérience où il y a une électrode qui a été rentrée dans un patient qui va dans la région du cerveau, qui est la région où il y a une dégénérescence dans la maladie de Parkinson. Ce que vous voyez ici, c'est l'activité nerveuse qui est enregistrée, donc le phénomène neurobiologique. On donne le placebo et vous voyez que l'activité a diminué. Donc, les neurones ont changé leur activité. Donc, on ne peut plus réel, le placebo. L'autre démonstration, pour vraiment convaincre les gens que le placebo, c'est réel, dans le cas de la douleur, hein, on peut donner un placebo. Alors, ce que vous voyez ici sur une échelle de douleur, on a un placebo, vous voyez que la douleur baisse. Et si j'ajoute l'analoxone, ça vient bloquer les endorphines, le mécanisme d'endorphine dans le cerveau. Vous voyez que le placebo n'est plus fonctionnel. Donc, vous avez la démonstration que c'est une réaction neurochimique de votre cerveau. Donc, c'est réel. Mais c'est la base de toute l'idée de thérapie basée sur travailler sur soi, la méditation, toutes les approches, etc. Cette capacité que notre cerveau a de contrôler. Et pourquoi pas l'utiliser? Hein, on le dit souvent, hein, pour les intervenants en santé, si un médecin ne croit pas au traitement qu'il va donner à son patient ou à sa patiente, ça ne marchera pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est important de croire en ce qu'on va donner à la personne et de transmettre cette conviction. Bon, en rafale, quelques derniers éléments qui montrent que la douleur est vraiment un phénomène très holistique. Il faut vraiment le traiter de façon générale. La douleur affecte toute notre vie, toute notre condition, tous nos agirs, mais aussi tous nos environnements, etc., affectent la douleur. Un sujet très intéressant, et je cite ici mon collègue Gilles Lavigne, qui a beaucoup travaillé sur ce cycle infernal entre le sommeil, ou les déficits, les troubles de sommeil, l'insomnie et la douleur. L'insomnie rend la douleur, la sensibilité à la douleur exagérée, et la douleur exagérée perturbe le sommeil. C'est vraiment un cycle vicieux, un cercle vicieux qu'il faut essayer de briser. Donc, il y a une certaine littérature là-dessus. On peut d'ailleurs augmenter la sensibilité à la douleur en perturbant le sommeil. Et il y a encore peu de médicaments qui sont efficaces dans ce contexte-là. Un autre sujet passionnant, c'est la nutrition et la douleur. Bon, vous en entendez sans doute parler. Il y a toutes sortes de choses qui se disent là sur arrêter de manger ci, arrêter de manger ça. Bon, les gens peuvent essayer bien des choses, mais je veux quand même vous dire qu'il y a eu des démonstrations assez impressionnantes de l'impact de la nutrition sur la susceptibilité à développer des douleurs chroniques. Ici, je cite mon collègue Yoram Sher, qui est un grand clinicien qui dirige la clinique de douleur à McGill, qui l'a dirigée pendant de très grandes années et qui avait démontré notamment que la teneur en soya était, encore une fois, dans des cobayes, hein, donc c'est pas subjectif, dans des rats, diminuait la susceptibilité à développer des hypersensibilités. Et ce qui là est en train de sortir, là, qui est assez frappant, assez fulgurant, c'est toute cette histoire de plus en plus, hein, on est en train de travailler maintenant sur l'impact du microbiome, le contenu intestinal, ce qu'on mange, etc., et le cerveau, la santé du cerveau. Ben, l'équipe de Yoram avec Amir Minelbi en Israël, et Minelbi en Israël, un brillant neurobiologiste qui est aussi clinicien, ils ont pu identifier que dans des cohortes de patientes fibromyalgiques,
il y a des différences notables dans la composition de leur microbiote par rapport à des contrôles. C'est juste le bout de l'iceberg qu'on est en train de découvrir, mais il y a des suites qui s'en viennent et il y a des essais cliniques en cours en ce moment où essayer de manipuler le microbiote intestinal pourrait être une voie très intéressante pour notamment les patientes qui souffrent de fibromyalgie. Donc, quelque chose à suivre. Mais quand on parle de nutrition, une nutrition peut changer notre état. Ici, je vous parle de travaux que on a travaillé beaucoup sur les bases neurochimiques d'une analgésie, d'un traitement analgésique qui est utilisé depuis très longtemps en clinique, ce qui s'appelle la stimulation électrique transcutanée. Donc, on met une petite patch sur la peau, on stimule à très, très haute fréquence. Ça veut répliquer essentiellement ce que vous faites quand vous avez mal, hein, où on se frotte quand on a mal. On peut le faire aussi de façon systématique. Mais nous, ce qu'on avait identifié, c'est le mécanisme neurochimique qui sous-tend cette analgésie. Via, peu importe, un récepteur à l'adenosine. Ça s'adonne que ce récepteur, il est sensible à la caféine. La caféine bloque cette analgésie. Et en fait, mon collègue Serge Marchand, ils ont fait une très belle étude où ils ont démontré, ce que vous voyez ici, c'est l'analgésie, que quand les patients prenaient 2 tasses de café, seulement 2 tasses de café, c'était suffisant pour diminuer l'efficacité de l'analgésie avec le TENS. Ça veut dire qu'il faut aussi penser à ce qu'on mange, ce qu'on boit, peut venir affecter aussi l'efficacité de notre traitement. Bon, si vous n'êtes pas complètement mort, il y a ce fameux sujet dont il faut parler, qui est extrêmement important. Vous allez dire que c'est un peu incroyable de penser que la communauté scientifique ait pu se leurrer pendant si longtemps, en tout cas, peut-être pas dans certains domaines de la médecine, mais certainement dans les domaines de la neurobiologie et de la neuroscience, des neurologies et des maladies mentales, de se dire que les cerveaux des hommes et des femmes, c'est pareil. Hein? Donc, si le cerveau des hommes et des femmes, c'est pareil, ben, on a juste à travailler sur des hommes. Hein? Et les femmes viendront par après. Alors, et le Québec a été un des pionniers dans le domaine de la douleur chronique. Ça a été une conscientisation très importante. Encore une fois, mon collègue Jeffrey Mogul, qui a été Abde McGill, qui a été pionnier là-dedans, qui a commencé il y a 25 ans avec son bâton de pèlerin, de dire, écoutez, il y a des différences génétiques, hein, des différences de susceptibilité à la douleur sur le plan génétique, donc il doit y avoir des différences entre les sexes. Après ça, il y a des différences de genre, bien sûr, mais juste sur le plan biologique, purement biologique, il y a des différences de sensibilité à la douleur. Et alors, il s'est attaqué à nous gentiment. Nous, on avait mis notre fameux mécanisme. Alors, il y a toute une série d'études qui ont été faites. La première étude, il a dit, votre fameuse microglie... je me suis trompé. J'aurais dû mettre une coche sur les deux. La microglie est impliquée chez les mâles et chez les femelles, chez les hommes et les femmes. Le signal je vous avais parlé d'un facteur neurotrophique, c'est seulement chez les mâles. Chez les femelles, c'est pas impliqué. Ou les femmes, etc. Il y a un autre signal qui, lui, est impliqué seulement dans le sexe féminin, pas dans le sexe masculin. Et notre fameux mécanisme, le KCC2, est quand même impliqué dans les deux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les cascades sont différentes. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue thérapeutique? Vous avez vu que la microglie est affectée dans les deux. Après ça, ça passe par dans différentes voies neurochimiques, puis ça revient avec notre histoire de KCC2. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en médecine. Il y a ce que les mathématiciens appellent des systèmes dégénérés. Ça n'a rien à voir avec la neurodégénérescence. Un système dégénéré, c'est un système où il y a plusieurs solutions à un même problème. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a plein de voies qui sont impliquées, et notamment entre les hommes et les femmes, surtout quand on parle du système immunitaire, nos systèmes sont très, très, très différents.
Mais il y a aussi des convergences. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on a une approche thérapeutique, il faut se dire, bon, si moi j'ai identifié mon fameux mécanisme, alors nous, on est content parce que notre KCC2 est bon chez les hommes et les femmes, pour l'instant en tout cas. Donc, c'est important d'essayer de trouver des points de convergence. Dans des réseaux très complexes de mécanismes, il faut trouver des points de convergence pour développer le médicament. Parce que si on essaie de cibler seulement des voies qui sont divergentes entre les différentes personnes, etc., ça va donner des médications qui sont plus ciblées. Ce n'est pas nécessairement mauvais si on va vers une médecine de précision où on est capable de bien identifier un déficit chez un sous-groupe, mais ça peut nous limiter. Et je veux vous laisser sur un dernier principe, je pense qu'il est très important à garder en tête, à la fois comme scientifique, comme intervenant en santé et aussi comme personne qui subit des traitements. C'est la notion d'équilibre. On peut tous se représenter nos cellules, notre corps, notre cerveau, comme un système qui est dans un certain état d'équilibre. Hein? Prenez la sensibilité à la douleur, mais vous pouvez le transposer sur n'importe quoi d'autre. Elle est à un certain niveau et elle se maintient. Et c'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui font que... Alors, c'est pour ça que c'est représenté ici par mon ancien étudiant Steve Prescott comme, souvent quand les mathématiciens le font, comme un puits dans lequel il y a une balle et la balle reste à la base du puits. Quand il y a une lésion, une perturbation du système, on sort de cet état d'équilibre. Mais on est encore dans un état de déséquilibre pendant un bout de temps et on peut revenir à l'état d'équilibre. Et c'est ce que notre cerveau est fantastique à faire. Hein? On parle de la pathologie, mais dans la grande, grande majorité des cas, on réussit à lutter contre la maladie. Quand un médecin déclare vous déclare souffrant d'Alzheimer, vous êtes rendu à 80% là, de la perte des cellules, ou le Parkinson, par exemple. Ça veut dire que votre cerveau a été capable de se maintenir pendant très, très, très longtemps. Mais il y a des situations où la maladie, on va se transposer dans un autre état d'équilibre, mais anormal. Et c'est là que c'est important de garder ça en tête parce que ça veut dire que dans l'approche thérapeutique, pour sortir de cet état anormal, votre cerveau, votre corps va lutter contre essayer de sortir de cet état anormal. Donc, c'est difficile de traiter la maladie. Et c'est multifactoriel. Comme vous l'avez dit au début, pour la douleur chronique, c'est multifactoriel. Il faut pouvoir attaquer le problème de façon multifactorielle. Et puis après ça, pour finir, sur une note peut-être un peu plus déprimante, la douleur chronique, ça vient aussi avec d'autres pathologies. Ici, c'est des travaux qu'on a fait avec Cathy Carl où on a regardé la réponse à la morphine. La morphine, vous savez que ça cause d'analgésie, mais ça a aussi un effet hédonique. C'est ce que les gens recherchent souvent quand ils prennent des opioïdes. Et alors, ce qu'on a pu... C'est parce que la morphine vient taper dans des centres au cœur de notre cerveau qui sont des centres qui sont responsables du plaisir, de la récompense. Au centre du cerveau, il y a des régions qui sont très importantes. Et notamment via la libération de dopamine. Ce que vous voyez ici, c'est des mesures où on donne la morphine, on voit la libération de dopamine. Et la ligne flat en bas, c'est les conditions de douleur chronique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans des conditions de douleur chronique, la morphine perd, dans certains cas, son pouvoir hédonique. Alors, si on perd son pouvoir hédonique, vous pouvez imaginer que ça peut amener vers les surdoses de morphine. Et après ça, il y a tous les autres aspects. La douleur chronique persistante peut venir aussi avec de la dépression, avec toutes sortes d'autres problématiques. Et on est assez content faire partie d'un consortium. Le Québec participe à beaucoup d'initiatives européennes. Le Québec fait partie de l'Europe.
pour certains programmes de financement de la recherche. Ici, un consortium guidé par ma collègue Ipek Yalcin à Strasbourg, qui rassemble plus d'une dizaine d'équipes de recherche à travers l'Europe et le Québec. Il se penche sur toute cette problématique maintenant des comorbidités entre la douleur chronique et les autres, la dépression, l'anxiété, etc. Donc, en vous laissant encore sur ce dernier message, vous vous souvenez, dans le petit film que je vous ai montré, il nous disait, si vous êtes en condition de douleur chronique, il faut consulter parce qu'il faut essayer de lutter contre ça. Cette idée de comorbidité montre, encore une fois, je vous mets la représentation que je vous ai faite tout à l'heure des états d'équilibre. Alors, imaginez-vous descendre dans ces états d'équilibre, dans des conditions où c'est comme s'il y avait une cascade de pire en pire qui se faisait. Et ça devient de plus en plus difficile de remonter la pente. D'où l'importance d'aborder le problème et de ne pas le mettre sous le tapis.